Donc, bienvenue à tous et merci d'être venus pour cette soirée spéciale Buffy contre les vampires. Donc, je vais pas vous faire en fait l'histoire de la série, c'est pas l'objet en fait, mais je tenais quand même à rappeler que pour ceux qui sont curieux et qui peuvent être là juste parce que le sujet les intéresse, donner quelques chiffres et quelques insights en fait sur la série. Donc, Buffy en fait c'est une licence de l'imaginaire extrêmement riche qui commence en 1992 avec un film en fait qui est scénarisé par Joss Whedon. Le film, dans sa version française, on le connaît plutôt parce qu'il a fait beaucoup rire, plutôt qu'il a été pris au sérieux, malgré un casting qui pourtant était relativement prometteur. Donc, Whedon est frustré de ce résultat, et plusieurs années plus tard, quand on lui propose de réaliser une série à partir de son concept, en fait, il saute sur l'occasion. La série durera 7 saisons, en 2 blocs, les saisons 1 à 5 et les saisons donc, 6 à 7. Je les sépare parce que les 2 blocs ont été diffusés en fait, sur des réseaux de télévision différents, ce qui a une incidence aussi sur l'histoire. Donc au final, on arrive à 144 épisodes, à raison de 22 épisodes par saison, sauf la saison 1 où il n'y en a que 12. Forcément, en fait, les producteurs voulaient tester en fait, le concept avant de partir pour du lourd. Donc, pour résumer succinctement Buffy, parce que résumer 144 épisodes en 3 phrases, je vais éviter de m'y essayer. Donc, globalement, adolescente le jour, Buffy, donc tueuse de vampires et de démons la nuit. Elle est accompagnée d'un petit groupe d'amis qui sont à géométrie variable en fonction des saisons, principalement Alex et Willow, qui seront rejoints progressivement par Oz, par Anya, par Tara, par Angel et par Spike. Et donc on la suit au fur et à mesure que se forge son regard sur le monde, sur sa destinée et sur sa vie. La série a un vernis surnaturel, c'est présent dès le titre. Pour autant, en fait, ça n'empêche pas les scénaristes et réalisateurs d'aborder des sujets forts, en mesure de susciter l'adhésion des adolescents, puis des jeunes adultes. Parce que je trouve que c'est important. On a trop souvent l'habitude de dire que c'est réservé aux ados, sauf que c'est oublier que dans les dernières saisons, en fait, elle est adulte, elle se trouve un travail. Enfin, il y a toute cette idée en fait du basculement de l'adolescence au monde du travail. C'est une série pleine de références et qui est elle-même devenue une référence, donc c'est important de le dire. Donc, pour donner quelques chiffres, Buffy, c'est également une 50aine de romans et de recueils, des novelisations d'épisodes qu'on a vus à la télé, mais aussi des romans et des histoires inédites. Ce sont des comics, dont la suite officielle, en fait, les saisons 9, 10, 11, puis d'autres comics en fait, qui rebootent, qui complètent, des spin-offs, des jeux vidéo, au moins 3 ou 4, des jeux de plateau, un jeu de rôle, et aussi un jeu de rôle sur Angel, et un champ d'études important aux États-Unis qu'on appelle les Buffy Studies. En fait, Buffy, c'est une licence en fait qui suscite des recherches universitaires, notamment aux États-Unis. Vous l'avez mentionné tous les deux dans vos ouvrages. En fait, en France, l'intérêt pour la série, il est réel. Il y a des livres sur Buffy qui ont été traduits ou qui ont été rédigés en français. Mais quand on compare à tout ce qui a pu être produit aux États-Unis, en fait, on n'en a vraiment qu'une infime partie, en fait. Donc, je vais présenter nos 2 auteurs et invités du jour. On va commencer donc par Marion Olité. Donc, tu es journaliste indépendante, spécialiste des séries télé. Tu as travaillé et tu travailles pour Tétu, pour Elle, pour Marie-Claire, pour Mademoiselle. Tu étais rédactrice en chef de Combini Binge. Et donc, ton premier ouvrage, Buffy ou la révolte à coups de pieu, propose une vision d'ensemble des thèmes abordés par la série, en te focalisant particulièrement sur celui du renversement, dans sa première partie, puis en fait l'importance de la dynamique du groupe aussi dans la série, le fait que Buffy c'est l'héroïne, mais en fait elle n'agit pas seule en fait, quoi. Elle est accompagnée. Tout à fait, bonsoir et merci de m'avoir invité. À ta droite, donc Fabien Clavel, écrivain et professeur, double casquette. Tu entres en littérature via le jeu de rôle, Néphilim, pour citer le nom. Donc j'ai essayé de raccrocher en fait pour lister tout ce que tu avais pu produire. Donc il est possible que ça soit un peu inexact en fonction de mes sources. Je compléterai si tu veux. Sachant que je n'ai pas lu tout ce que tu as écrit. Donc j'ai comptabilisé 13 romans pour adultes, une quarantaine de romans jeunesse, dont le dernier, Salicornia, l'Ordre du Vampire, date de 2022. De cette année, il est paru en septembre. Ok, donc je me suis raté en recopiant. C'est pas grave. Des dizaines de nouvelles. Et donc, Buffy Baroque Épopée est ton premier essai, même si tu as déjà eu en fait rédigé dans le domaine du parascolaire. En fait, tu as déjà fait des éditions annotées et des commentaires de texte. Donc, dans Buffy Baroque Épopée, tu abordes Buffy comme une œuvre littéraire, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, en t'intéressant tout particulièrement à son statut d'épopée, comme le dit ton titre, et à son allégeance au genre baroque, ce que dit aussi ton titre en fait, quoi.
Donc, Finalement, c'est un bon titre. Oui. Tu dis tout, en fait. Hein. Sachant que dans le titre du livre de Marion, en fait, la révolte à coups de pied aussi, on a l'ADN en fait de ce que tu abordes dans ton ouvrage. Donc, on va commencer en fait avec vos expériences personnelles de la série. Donc, moi, je sais qu'on vous a déjà posé la question quel était votre premier épisode et ainsi de suite. Moi, je vais m'intéresser en fait à vos conditions de découverte de la série, à savoir est-ce que c'est lors d'une première diffusion à la télé, est-ce que lors d'un replay, sur DVD, est-ce que ça a une incidence sur l'intérêt que vous avez eu pour la série et la manière dont vous l'avez abordée? D'accord. Eh bien, moi, je l'ai découverte à la télévision lors de sa diffusion dans l'iconique trilogie du samedi soir sur M6. Oui. Et en fait, ouais, moi, j'ai vraiment suivi la diffusion sur M6. Donc, j'étais adolescente à ce moment-là. J'avais, je crois, 14-15 ans, en fait, quand ça commence, avec une héroïne qui a mon âge. Donc, j'ai vraiment été accrochée tout de suite dans l'univers. Et après, en termes de diffusion, ce que je faisais, et je pense que beaucoup d'ados faisaient à l'époque, c'est que j'enregistrais tout de toute façon. J'ai commencé à vite enregistrer les épisodes chaque semaine et à noter voilà, épisode 1 x 1 sur mes petites cassettes, et j'ai fini par avoir beaucoup de cassettes vidéo mais pour pouvoir me les remater, parce qu'effectivement à l'époque c'était un épisode par semaine, et avec je sais plus, au moins 1 an de décalage avec les États-Unis. Voilà. Alors moi aussi, hein, c'était la trilogie du samedi, évidemment. Et par contre, j'ai sauté l'étape VHS. Moi, je suis passé directement au DVD. Et en fait, en gros, c'est la première série dont j'ai acheté l'intégrale en DVD avec Angel dans la foulée. Votre épisode favori, en fait, je trouve que c'est un truc qui est un peu révélateur, justement, par rapport à là où vous allez aller, si c'est des épisodes plutôt du filler, du Monsters of the Week, parce que Buffy, en fait, a aussi cette habitude d'avoir des épisodes qui paraissent un peu déconnectés de la trame globale, où on se focalise sur un ennemi, et ça fait pas forcément avancer toute la trame avec le grand méchant de la saison. Et du coup, votre épisode préféré, et pourquoi? Et en quoi est-ce que cet épisode-là, en fait, est intéressant dans votre optique d'analyse de la série, en fait, justement? Je te laisse répondre en premier. D'accord, sympa. Alors moi, c'est pas très original, hein, c'est vraiment l'épisode musical, ça doit être l'épisode 7 de la saison 6, qui est déjà qui est quand même un défi technique, où d'un seul coup, on se met à faire chanter tous les acteurs. Il y a des scènes de danse aussi. Au niveau visuel, tout a été retravaillé, c'est beaucoup plus coloré et tout ça. Et puis... il y a tout un jeu sur les paroles qui est vraiment intéressant. Par exemple, il y a la chanson Under Your Spell qui est chantée par Tara, et qui va être rechantée après, une fois qu'elle a découvert qu'elle était vraiment sous un sort, enfin sous l'effet d'un sort. Donc ça, c'est vraiment de l'ironie un peu tragique qu'on retrouve là-dedans. Donc il y a tout ce travail-là. Il y a évidemment toutes les parodies, mais je ne suis pas assez spécialiste de comédie musicale pour voir toutes les références. Et surtout, c'est un peu ce qu'on disait, y a quand même le côté feuilletonnant, c'est-à-dire que l'épisode n'est pas gratuit. C'est l'épisode où elle révèle, je suis désolé de spoiler si jamais quelqu'un, mais ça m'étonnerait, n'a pas vu la série, mais on ne sait jamais, quelqu'un qui serait perdu. Mais c'est le moment vraiment où elle va révéler en fait ce qu'elle ne pouvait pas dire, elle va le chanter. Et c'est pareil d'ailleurs un peu pour Spike, il a déjà avoué qu'il était amoureux de Buffy, mais là il essaye au contraire de ne pas le dire, mais ça revient quand même. Donc c'est vraiment le moment où on va... Il y a tout un rapport au fonctionnement de l'inconscient aussi, ça va ressortir, quoi, ce qui était caché. C'est le retour du refoulé. Donc ça fait partie des éléments aussi très intéressants. Alors moi, je pourrais citer aussi un des épisodes vraiment cultes de Buffy, mais en réfléchissant, il y en a un qui m'a vraiment marqué et que j'adore, qui est un peu un stand-alone, mais en même temps qui raccroche avec la mythologie de Buffy. C'est l'épisode The Wish dans la saison 3. C'est l'épisode en fait qui propose, qui est quasiment le seul, enfin il y en a un deuxième après, quelques temps plus tard, qui revient sur cet univers, mais en gros c'est un épisode alternatif. Qui nous présente un monde alternatif à travers l'arrivée du personnage de Danya dans la série, où en fait elle exauce le vœu de Cordelia, qui a récemment une grosse déception amoureuse avec Xander. Pardon, ça va spoiler à mort, hein, vraiment, je suis désolée. Mais, et du coup qui demande à ce que
à ce que Buffy, je sais pas pourquoi, au final c'est la faute de Buffy cette histoire, et donc elle dit j'aimerais que Buffy ne soit jamais venue à Sunnydale, et en fait on se retrouve dans un univers où effectivement Buffy n'est jamais venue à Sunnydale, et où c'est le maître, le grand méchant de la saison 1, qui a pris le contrôle de Sunnydale. Et en fait dans cet épisode que je trouve vraiment génial, il est super à la fois pour le personnage de Willow, qu'on voit pour la première fois en méchante, et c'est Vampire Willow, elle est déjà un peu des prémices de la fameuse Dark Willow de la fin de la saison 6, et on se rend compte que elle aussi commence à se rendre compte qu'il y a peut-être une fluidité sexuelle qu'elle n'avait pas soupçonnée chez elle, et c'est là où il y a sa fameuse réplique où elle dit I think I'm kind of gay. Donc elle se rend compte de ça à travers sa version vampirique. Et puis donc ouais, on a l'introduction du personnage d'Anya, et puis on se rend compte que la mythologie, elle est encore plus étendue qu'on ne pensait. Et du coup, moi, j'ai vraiment une affection pour ce truc aussi où on renverse cette prise de risque de dire on renverse un peu ce qu'on sait déjà de Buffy. Et en plus, on joue là-dessus parce que 2 épisodes plus tard, le personnage de Vampire Willow, qui est assez génial, du coup, je pense que Joss Whedon n'avait pas envie de la quitter comme ça. Elle revient, mais cette fois-ci dans le monde de Sunnydale, elle est complètement paumée. Et ça montre aussi vraiment la qualité de la série, capable d'écrire des personnages maléfiques et en même temps attachants. Donc voilà. Il y a une chose intéressante que tu as dit justement, c'est cette capacité de la série à se renverser elle-même en fait et à briser ce qu'on croit acquis jusque-là. Et l'épisode auquel tu fais mention, The Witch, me fait aussi penser à un épisode dont on parlait tout à l'heure, qui est Normal Again, qui est l'épisode où elle est internée en asile psychiatrique et on a des doutes à un moment sur le fait que est-ce qu'elle vit réellement ce qui se passe ou est-ce qu'elle est complètement cintrée en fait et que tout se passe dans sa tête en fait. Et je trouve cet épisode extrêmement audacieux parce que, c'est pareil, les scénaristes brisent tous les codes, nous laissent penser que tout ce qu'on a vu jusque-là c'était du chiquet en fait, un peu j'ai plus le nom de cette série sur les mecs qui s'écrasent sur une île, un peu désolé. Ça marchait, les mecs qui s'écrasent sur une île, on a tous capté. Voilà. Un peu dans cet esprit-là où justement on comprend des choses très tardivement dans la série, mais dans l'os, c'est assez fondamental. Là, dans Buffy, en fait, finalement, on passe le truc et on n'y revient pas, en fait, quoi. Et on laisse quand même le doute planer, en plus, parce qu'à la fin de cet épisode, c'est un peu comme la toupie dans Inception, quoi. Enfin, on revient sur une scène de Buffy dans son hôpital, et du coup... Et ce que j'aime bien dans cet épisode aussi, ça renverse aussi le statut d'héroïne de Buffy, et elle est carrément flippante, en fait. Elle essaie quand même de tuer ses amis. Et on voyait ça aussi dans son rapport avec Faith, mais on voit un nouveau visage d'une Buffy, presque serial killeuse, en fait. Oui, effectivement, un des gros éléments de cet épisode, c'est qu'effectivement, il n'est jamais résolu. Alors qu'on parlait du Wishverse juste avant, le double est renvoyé dans sa dimension après, et justement, elle se fait tuer. C'est-à-dire tout rentre dans l'ordre. Et pareil, le vœu de Cordelia va être annulé, etc. Alors que celui-là, il n'y a rien qui vient le contredire. Et du coup, on reste dans le doute et ça fait planer un doute générique sur toute la série. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est dans du merveilleux, il y a des vampires, des sorcières et tout ça, ou est-ce qu'on est dans du fantastique, ou est-ce qu'on est dans du réalisme où elle a rêvé tout ça. Donc, si on se focalise sur cet épisode, ça fait une série qui est juste du fantastique. C'est-à-dire où on hésite sans arrêt entre une explication rationnelle et une explication surnaturelle des phénomènes. Alors, vous répondez à ma question suivante, chacun partiellement, voire de votre façon, dans vos livres, mais justement, les thèmes qui vous semblent les plus présents et les plus importants dans Buffy, en fait. D'accord. Non, pour moi, en fait, la thématique qui est la plus importante dans Buffy, c'est de raconter en fait une mythologie avec une perspective féminine. Parce que si on s'intéresse un peu aux grandes mythologies de pop culture qui rassemblent des millions de personnes, il y en a très peu qui sont avec un personnage féminin. Moi, par exemple, je compare dans mon livre à Harry Potter ou à Matrix, et même s'il y a des personnages féminins autour, à chaque fois, le héros, le messie est un homme. Et du coup, là, le fait de renverser la mythologie et de montrer une héroïne féminine, de montrer à la fois son pouvoir, comment elle maîtrise son pouvoir, son passage à l'âge adulte, mais aussi d'aborder des thèmes très universels. À la fois, la série est féministe et en même temps, elle est aussi universelle. Et donc, les deux on arrive à réconcilier deux trucs qui paraissent a priori pas très conciliables. Donc moi, c'est
c'est ça aussi que j'ai voulu vraiment étudier dans Buffy. C'est-à-dire qu'il y a quand même les thématiques féministes sont très fortes dès le début de la série, puisqu'on est sur un retournement des stéréotypes de genre. La petite blonde voilà, qui se fait tuer dans tous les films d'horreur, là c'est elle qui a la force physique, l'intelligence stratégique, voilà, tous les attributs qu'on donne d'habitude à des héros masculins. Et puis dans les mythologies grecques, les femmes, les personnages féminins, ce sont soit des méchantes, soit des récompenses pour les héros, pour Achille et compagnie. Là, en l'occurrence, elle a sa propre capacité d'agir. Elle traverse plein d'épreuves. Elle a des relations toxiques avec des hommes. Et à la fin, sa récompense, c'est d'être émancipée, en fait. C'est ça, ce petit sourire à la fin de la série. Donc, pour moi, c'est ça qui est assez unique dans Buffy et que je voulais analyser un peu sous toutes les coutures. Oui, alors le thème principal, c'est bien sûr l'adolescence, dans le sens vraiment passage à l'âge adulte. C'est-à-dire, effectivement, Buffy, on la voit aller de l'un à l'autre, où elle est vraiment dépendante de sa mère au début, elle est à s'enfuir par la fenêtre pour pas être vue, et à la fin, c'est elle qui devient une espèce de mère symbolique pour toutes les tueuses et tout ça. Donc, elle fait tout le parcours en cette saison. Et moi, ce qui m'a intéressé dans mon essai, c'était justement de montrer qu'ils avaient dû chercher une forme spécifiques qui conviennent à parler de l'adolescence. Et en fait, l'adolescence qui est un moment de bouleversement, de doute, où la réalité du corps, la réalité extérieure paraît nous échapper. Et c'est là que le baroque entre en scène. Parce que le baroque, c'est un truc où tu vas douter de la réalité, où la réalité, c'est quelque chose de fluctuant, où il y a des métamorphoses dans tous les sens, où tout bouge très vite, etc. Et donc, finalement, je pense que c'est comme ça qu'ils en sont arrivés à... Je ne sais pas s'ils ont fait exprès de le faire baroque, mais finalement, on retrouve tous les éléments du baroque dedans. Alors, votre approche de l'analyse de Buffy. Donc, j'aimerais bien poser des questions sur la manière dont vous vous êtes confronté à la série pour répondre ou pas en fait à vos thèmes de départ, à la ligne directrice que vous étiez fixée. Notamment, comment vous est venu à chacun la ligne directrice de votre ouvrage et le découpage de ces livres. Comment vous avez structuré en fait votre analyse en fait? Moi, j'étais partie du coup sur la volonté d'une analyse féministe, en sachant qu'aux États-Unis, il y avait déjà des travaux qui étaient sortis sur le sujet, mais c'était des travaux aussi qui dataient beaucoup du début des années 2000. Et en fait, depuis, on a eu MeToo, on a eu aussi d'autres... Il y a du coup des thèmes dans Buffy qui sont précurseurs de la 4e vague, alors que c'est une série qui a 20 ans. Donc ça me semblait aussi important d'analyser la série avec des critères ou des choses qui ont peut-être déjà été un petit peu analysées au début des années 2000, mais pas forcément de la même façon et pas avec le mouvement MeToo. Et puis après, moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir. C'est pour ça que la première partie, c'est renverser le pouvoir, et la deuxième, c'est partager le pouvoir. Là, que ce soit féministe ou pas, je trouvais ça... pour moi, c'est vraiment aussi l'un des thèmes forts de la série. C'est que ce soit une femme, ça change pas le fait que le pouvoir corrompt. Et on le sent dans la saison 7, c'est que jusqu'ici, Buffy a plus ou moins quand même réussi à gérer son pouvoir parce qu'elle a un collectif autour d'elle. Et dans la saison 7, où on devient un peu plus militaire parce qu'il y a vraiment une volonté d'annihiler la lignée matrilinéaire des tueuses, elle se mue un peu en chef des armées, un truc qu'elle détestait dans la saison 4, par exemple, où il y a les militaires et où elle est carrément une rebelle anarchiste un peu. Donc ça me passionnait. Et puis ça allait bien avec l'idée l'idée du féminisme, où au début de la série, on est sur une espèce d'élu, une forme de nouvelle Schtroumpfette, une espèce de... Enfin, c'est elle qui va régler tous les problèmes, qui a la force physique, qui est un peu supérieure à tout le monde. Et puis en fait, à la fin dans la saison 7, elle se rend compte que c'est une connerie et que toute seule, elle gère pas si bien que ça son pouvoir, et que la meilleure façon pour elle d'aller bien déjà, mais aussi pour le monde, c'est de partager son pouvoir avec ses sœurs de combat. Et c'est pour ça que vraiment, moi, la saison 7, peut-être que épisode par épisode, c'est pas la meilleure, mais le final est vraiment incroyable et résonne très fort avec les concepts de sororité dont on a beaucoup parlé après MeToo. Alors moi, j'étais parti d'une interrogation plus basique, en fait. C'est-à-dire que souvent, quand tu parles de la série à quelqu'un, tu as deux réactions. Tu as des gens qui sont ultra fans et d'autres gens qui en ont vu 1 ou 2 épisodes comme ça et qui sont catastrophés. En fait, que tu te mettes à aimer ça alors que tu es censé être quelqu'un qui a du goût et tout. Et je me suis demandé un petit peu d'où ça venait, cette impression. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à partir d'un côté sur une première partie où on montre ce qui peut plaire au premier abord, c'est-à-dire le côté épique, justement, où on a
finalement une héroïne classique, même si on oublie ce renversement. Ce qu'elle fait est très classique, c'est-à-dire que voilà, elle tue des monstres à répétition, c'est la figure de la super-héroïne, donc c'est assez clair. Et en même temps, je me suis demandé qu'est-ce qui peut repousser à ce point-là certains spectateurs qui disent mais qu'est-ce que c'est que cette grosse daube, c'est incroyable de regarder un truc pareil. Et c'est là que j'en suis arrivé via le kitsch en fait au baroque. Et c'est ce côté baroque, un peu de mauvais goût, où voilà, il y a des maquillages qui sont pas forcément nickel, où on va détruire en permanence en fait tout ce qui est construit aussi, et on va jouer sur la référence, on va jouer sur la mise en abîme, c'est-à-dire que le spectateur n'est pas forcément à l'aise. C'est-à-dire il y a des choses trappes un peu partout dans les scénarios, le décor va se trouer, mais l'intrigue aussi va jouer là-dessus. Et donc je suis parti de là, et donc finalement voilà, je fais une première partie sur l'épopée, une troisième sur le baroque, et finalement je me suis dit qu'il manquait quelque chose, et donc j'ai une partie centrale qui est sur le jeu sur les genres, parce que c'est une série qui joue sur plein de genres. Donc c'est d'abord une héroïne épique, mais on la voit apparaître dans de la fantasy, dans de l'horreur, il y a beaucoup de références au western, il y a des références au teen drama aussi, puisque c'est nourri de ça. Et donc en fait c'est une espèce de mélange assez extraordinaire de plein de trucs, et ça évidemment ça ouvre ensuite sur le baroque, qui est un peu une esthétique du mélange et de l'impureté. Comment avez-vous préparé vos ouvrages et comment avez-vous préparé l'incontournable revisionnage de la série ? Parce qu'on parle quand même, on a dit, de 144 épisodes. Est-ce que vous avez dû tout revoir depuis le début pour réaffirmer en fait ce que vous pressentiez, ou est-ce qu'il y a des trucs que c'était frais ? Et surtout, quelle grille de lecture finalement quand on aborde une série en fait, aussi dense avec autant d'épisodes, surtout que cette saison en fait c'est quand même pas bon, il y a eu plus long depuis, mais ça reste quand même une masse, surtout qu'il y a énormément de trucs à dire à peu près à tous les épisodes. Comment est-ce que vous revisionnez ça ? Qu'est-ce que vous gardez comme élément des épisodes ? Est-ce que vous aviez une grille de lecture particulière ? Moi en fait c'est particulier parce que ça faisait plus d'une dizaine d'années que je réfléchissais à écrire quelque chose sur Buffy. Et en fait, à chaque fois que je me refaisais l'intégrale, je m'étais donné un petit défi en fait pour voir si elle résistait à différentes lectures. C'est-à-dire, il y a des moments où on la regarde et on se dit ah ouais, il y a de la profondeur quand même, mais sans avoir vraiment analysé, on n'est pas capable de le prouver ou de vraiment le vérifier. Et du coup, à chaque fois que je revoyais l'intégrale de la série, donc j'ai dû la voir une dizaine de fois en entier, eh bien, je me donnais de nouvelles thématiques et je prenais des notes à ce moment-là qui m'ont servi pour l'essai après. Et en fait, c'est en arrivant plus tard, en me disant qu'est-ce que je pourrais faire de toutes ces notes, comment les rassembler et tout, que je me suis questionné sur la réception de la série et que je suis arrivé à l'épopée baroque. Alors moi, il y a eu évidemment un rewatching de Buffy et Angel, un nouveau. J'en ai fait déjà plusieurs dans ma vie, mais là, celui-là, effectivement, j'ai commencé à prendre des notes. Et en fait, je sais pas, c'était pas une grille de lecture forcément ultra consciente, mais j'ai pris des notes de ce que je ressentais quand je voyais l'épisode, soit un twist qu'il fallait que je note pour plus tard, soit un ressenti sur un personnage que j'avais pas avant. Je dois dire aussi que moi je suis journaliste et j'ai été fortement marquée par la dernière vague féministe, et en fait j'ai eu dans ma critique, ma façon de critiquer les séries et les films, elle a aussi changé. Et donc j'ai vu des choses que je ne voyais pas avant en fait, parce qu'on a importé un peu des États-Unis, hein, parce que c'est pas nouveau, c'est nouveau en France en fait, mais ça l'est pas aux États-Unis. Mais les concepts de male gaze, de female gaze, les rapports dont on parle beaucoup, mais les rapports toxiques que peut avoir Buffy avec ses petits amis, etc. C'est des choses qu'on voyait pas avant et qui sont pas spécialement analysées en France. Donc, je suis un peu partie un peu là-dessus. Et puis, après, j'ai fait aussi un gros recherche bibliographique avec les Buffy Studies. J'en ai lu, je pense, près d'une dizaine de Buffy Studies en anglais. Parce qu'effectivement, c'est vraiment labyrinthique. Au total, il doit y avoir au moins 200 essais et livres américains qui sont sortis sur le sujet. Alors qu'en France, on les compte sur les doigts d'une main et il n'y a rien de très accessible. C'est des choses philosophiques ou des essais ou des articles. Mais j'avais aussi envie moi, j'avais une volonté un peu plus de réhabiliter Buffy en France aussi. Voilà. Donc, mais en tout cas, ça m'a pris 3 ans, moi, au final, d'écrire ce livre. Oui, donc dans ton cas comme dans le tien, en fait, c'est pas des trucs sur lesquels vous avez planché 6 mois, en fait. C'est quand même des trucs sur plusieurs années, quoi.
Une série aussi riche et aussi dense, l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de sous-textes, donc on peut aussi voir des choses. Je parle notamment du côté anticapitaliste de Buffy qui saute pas forcément aux yeux au premier abord. J'ai fait un comparatif avec le mouvement anarcha-féministe que je connaissais pas trop. Mais en fait c'est génial parce que, comme tu disais, il y a vraiment plein de lectures. Mais d'un autre côté, on peut s'y perdre. C'est un labyrinthe après de notes et de notes de partout qu'il faut essayer de regrouper et pas trop se perdre et de garder son sommaire, un peu de tenir sa thématique, quoi. D'où en fait le choix dans le vos deux cas de se limiter en fait finalement aux 140 épisodes et de pas forcément englober le film, ni les romans, ni les comics, ni les jeux, ni tout ce qui a pu produire la série, quoi. Sinon, on est facilement débordé. Par rapport au film, il a quand même une importance assez grande, dans le sens où, et ça je l'ai appris tout récemment, après avoir fini l'essai, c'est que manifestement, si j'ai bien compris, c'est la réalisatrice du film qui a introduit l'idée des combats de kung-fu. En fait, il n'y avait pas vraiment d'arts martiaux au départ, et c'est elle qui a dit « Ah, mais si on faisait des arts martiaux et tout ». Et donc c'est grâce à ça quand même qu'on a ce mélange aussi qui est très très spécial. Donc voilà, merci à elle quand même d'avoir apporté cet élément supplémentaire. Un truc que je trouve intéressant aussi, c'est que par rapport justement à ce que tu dis par rapport au sous-texte anticapitaliste en fait de Buffy, c'est présent dans la série en effet, mais de manière très diluée. Mais pour autant, je pense que c'est un sujet qui a imprégné certains créateurs. Il existe un comics créé par le créateur de Vampirella, où il a imaginé, l'un des créateurs de Vampirella, où il a une histoire courte qui s'appelle Buffy the Anarcho-Syndicalist Slayer, où en fait la tueuse, elle est dans une ville qui n'est pas Sunnydale, mais du coup le maire de la ville est un capitaliste de base, et tous ces plans machiavéliques sont là pour imposer le capitalisme dans ses moindres retranchements. C'est très cliché, mais du coup c'est très amusant de voir que justement il l'a poussé dans cette optique-là en fait, quoi. Et c'est très drôle à lire aussi. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un fort anti-autoritarisme quand même dans Buffy, quoi. Toutes les images, enfin le pouvoir, que ce soit politique ou même les lieux capitalistes, les fast-food, les grands magasins. Il y a toujours des histoires, c'est toujours tenu par des démons. Et le fameux épisode dont je parle avec le maître, en fait, son truc c'est de transformer. Il parle de la production de masse et il dit que ça c'est l'invention la plus machiavélique qui ait jamais été inventée. Et c'est ce qu'il veut faire avec les humains. Et c'est pour ça qu'il est assez dérangeant cet épisode, mais je le trouve très fort. Et je pense que vraiment, oui, Joss Whedon, le créateur, il est clairement influencé par les mouvements progressistes des années 70, était très anti-autoritariste, pardon. Et on le voit aussi dans Angel avec l'agence Wolfram & Hart et cette question, est-ce qu'on peut détruire le système de l'intérieur ou est-ce qu'il faut rester marginal, quitte à avoir des petits résultats mais pas des gros, quoi. Et juste pour ajouter un truc, il y a un épisode qui montre très très bien ce côté, c'est le premier épisode de la saison 3, qui s'intitule Anne en anglais, si je me souviens bien, et c'est celui quand même où il y a des démons qui enlèvent des gens pour les faire travailler jusqu'à la mort, et ils les libèrent que quand ils sont très très vieux et à 2 doigts de mourir. Toute référence avec la réforme des retraites en France, par exemple, serait purement fortuite. Et donc il y a ce travail-là, et dans Buffy, évidemment, vient les sauver et tout ça. Et quand elle vient les sauver, elle a une faucille et un marteau à la main. Ça revenait dans le générique, d'ailleurs, on voit vraiment, elle a une espèce de faucille bizarre et un gros marteau. Et là, je me suis dit, oh là, ils sont forts quand même, parce que déjà en France, ça passe difficilement. Aux États-Unis, il faut imaginer quand même d'oser mettre ça, parce qu'il y a quand même un anticommunisme assez viscéral aux États-Unis. Voilà, donc quand on voit ça, ça fait partie des trucs où on se dit, ah ouais, ils s'amusent bien quand même, ils tentent des trucs. L'un des points, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, que je trouve intéressant aussi, c'est l'idée qu'on a un arc narratif à l'échelle de la saison et des épisodes qu'on peut prendre comme des récits autonomes, même si, comme tu disais tout à l'heure, entre nous, plus la série avance et plus même ces petits épisodes indépendants en fait, ont un impact sur la trame globale. De votre connaissance justement du média sériel, notamment toi Marion, est-ce que c'était une nouveauté ou pas pour Buffy en fait de faire ça, et qu'est-ce que ça offre en fait à toute la série en fait? C'était pas complètement une nouveauté, mais un peu quand même. C'est-à-dire que X-Files l'avait fait avant, mais vraiment c'était quand même très récent. C'est-à-dire qu'avant, les épisodes de séries grand public, on était sur du MacGyver ou du Magnum, où c'est une petite aventure qui est réglée à la fin de l'épisode, ce qu'on appelle les épisodes bouclés. Et là, en fait, dans Buffy, effectivement,
on commence avec des épisodes du monstre de la semaine, qui est chose qui est introduite avec X-Files, mais en plus, on rajoute du feuilletonnant, ce que X-Files aussi d'ailleurs a proposé. Mais bon, le feuilletonnant d'X-Files est un petit peu complexe, mais il faudrait un expert pour en parler ou une experte. Mais en tout cas, oui, dans Buffy, ce que ça apporte aussi, c'est que vraiment, tu amènes tout public en fait. Tu amènes des gens qui vont se passionner pour le fil rouge, et puis ceux qui préfèrent, qui aiment bien les personnages et qui préfèrent les épisodes stand-alone. Je pense que c'est une des raisons, ce format. Donc, fil rouge avec un gros big bad, ce qu'ils appellent le big bad, terme qui a été inventé dans Buffy. Donc, on a un gros big bad à tuer à la fin de la saison. Donc, on est sur à chaque fois des saisons quand même assez structurées. Même si à l'intérieur, c'est un peu le bordel et puis voilà, tout peut changer et rechanger, on est quand même souvent, tout le temps d'ailleurs, sur une saison, un grand méchant, un grand danger qui est réglé à la fin de la saison. Et chaque épisode, il y a des monstres de la semaine qui a de moins en moins. Mais ça permet, je pense aujourd'hui, quand le public découvre par exemple la série, il y a vraiment un effet de binge-watching avec le fil rouge, parce que le combat avec Face en saison 3, tout ça s'intensifie, ou la saison 5 qui devient complètement épique. On a envie de bouffer les épisodes, et puis on a toujours ce truc quand même un peu réconfortant de se dire on regarde quand même un épisode où le monstre de la semaine est vaincu. Mais c'est vrai à partir de, je dirais que saison 4, mais surtout saison 5 avec l'introduction de Dawn et ce fameux twist incroyable. D'ailleurs, que J.J. Abrams en a parlé dans une interview en disant que c'est le truc qu'il a mindfuck, qu'il a vraiment retourné le cerveau. Et que quand on pense que le gars ensuite est co-créateur de Lost, l'influence de Buffy, si on veut en parler. Il n'y a pas que ça, mais quand même, ça a marqué. C'est vraiment le twist narratif qui l'a tué, quoi. Et moi aussi, bien avant les trucs de Game of Thrones, quoi. Mais la saison 5, je pense que oui, c'est celle où ça se renverse un peu et où il y a plus de fil rouge et quasiment plus trop de stand-alone, quoi. Oui, Buffy, sa grande modernité, ce qui fait qu'on peut le revoir aujourd'hui, c'est effectivement ce côté hyper feuilletonnant qui apparaît quand même très très vite. Même dans les premiers épisodes, il n'y a quasiment aucun épisode qu'on peut enlever sans perdre des éléments qui vont être réutilisés plus tard. C'est très très rare. Même dans la première saison, c'est là par exemple qu'on a Amy la sorcière, qu'on va voir revenir après. Il y a encore des allusions après à l'épisode The Pack où il est transformé en hyène, Xander. Et en fait, ça c'est des trucs qui reviennent très très souvent. Même non, alors c'est pas dans celle-là, mais en tout cas, c'est une série qui presque doit être vue à la suite. Parce que sinon, on perd une très très grande partie de ce qui fait la qualité, ce côté où ça renvoie d'un épisode à l'autre, où l'arrivée de Dawn est annoncée presque 2 saisons avant, où effectivement la découverte que Willow est lesbienne est annoncée effectivement par des épisodes avant. Enfin, il y a une très très forte cohérence. Alors on peut toujours trouver des défauts, il y a des moments où ça marche pas complètement. L'exemple le plus célèbre, c'est Jessie, dont on parle plus du tout après. Mais tout est d'une hyper cohérence, et c'est ça qui fait que moi j'ai pu l'analyser comme un roman. C'est-à-dire que finalement c'est une construction romanesque. Dans la construction romanesque, on ne peut pas virer des trucs, on ne peut pas enlever un chapitre. Sinon le roman se casse la figure. Et Buffy a un côté romanesque pour ça. Et par exemple, on peut comparer à une série qui est à peu près de la même époque, c'est Les Simpsons. Les Simpsons, c'est l'exact inverse. C'est une série qui est que sérielle, c'est-à-dire que tout est réinitialisé au début de l'épisode suivant. Les personnages ne grandissent jamais, ne vieillissent jamais. Alors que Buffy, comme elle change, là encore une fois, je pense que c'est là où ils ont trouvé une forme qui correspond parfaitement au thème qu'ils voulaient traiter. Comme c'est l'adolescence, le passage à l'âge adulte, ils étaient obligés de raconter quelque chose où les personnages vont évoluer dans le temps. Et quand on connaît les séries de Whedon, on sait bien qu'il n'aime pas poser des situations très longtemps. Dès qu'il y a un couple stable, dès qu'il y a un élément de référence et tout, il est balayé quelques épisodes après, parce que là, encore une fois, c'est le baroque, c'est l'instabilité. C'est aussi le récit sériel. C'est vrai que voir un couple ensemble trop longtemps qui n'a pas de problème, c'est un peu ennuyeux. Donc après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries aussi qui fonctionnent comme ça, où les couples, en général, ils ont une durée de vie, je sais plus, je crois que quelqu'un l'avait analysé, mais d'une dizaine d'épisodes. C'est pour ça le couple Willow-Tara est assez ouf, parce que c'est une 50aine d'épisodes quand même. Mais je suis d'accord avec toi, vraiment. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un aussi gros fandom autour. C'est une série qui a de la mémoire.
et elle fonctionne comme ça. Je pense que si t'aimes bien regarder des épisodes de Buffy par-ci par-là sans trop vouloir aller loin, tu peux, mais effectivement le fait que le côté l'héritage, le côté qu'aujourd'hui voilà, il y a encore plein de fans 20 ans plus tard qui ont envie d'analyser la série, c'est aussi parce qu'elle récompense ses fans régulièrement à coup de petits indices, à coup de petits clins d'œil, oui voilà, tel personnage ou telle situation. Je sais plus dans quelle, je crois que c'est dans la saison 6 là, où ça reparle de l'épisode Les Hyènes, qui est dans la première saison. Et effectivement, quand je parle de Buffy et que je me retrouve souvent des fois avec des experts qui disent oui, la première saison, on peut la virer parce que bon, elle a mal vieilli, etc. Moi, je suis pas d'accord en fait. Enfin, il y a plein de choses intéressantes dans cette première saison. Il y a aussi une chose que tu as dite en fait qui est intéressante, c'est justement, on en a un petit peu parlé, c'est que le twist de la saison 5, justement le twist final, qu'on pourrait rapprocher justement de Normal Again en fait, ou de The Wish, parce que pendant toute la saison en fait, on nous vend des méchants qui sont un peu ridicules en fait, le trio, et 2 épisodes avant la fin, il y a un gros twist. Le méchant se révèle, c'est pas du tout ça en fait, et c'est un personnage qu'on suit depuis tellement longtemps, et au niveau du cerveau c'est pareil, c'est Mais oui, mais ça, c'était un Breaking Bad avant Breaking Bad, quoi. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est censé être gentil, et il y a il nous donne des éléments quand même. Hein. Quand tu revois la série et que tu sais ce qui va se passer, en fait, tu vois qu'elle perd pied un peu, et puis que il y a un truc, en fait, elle va droit à son plaisir personnel de plus en plus, en fait, et que en fait, Tara, c'est vraiment son ancrage un peu moral. Et que du coup, si tu retires Tara, voilà, ça part à volo. Elle aussi, elle sait pas, voilà, elle a un problème pour gérer son pouvoir, quoi. Mais ouais, effectivement, les twists dans Buffy sont assez géniaux, et c'est ce qui fait aussi quand on regarde les séries modernes. J'ai cité, mais par exemple Game of Thrones avec ses morts imprévisibles et tout. Buffy l'a fait avant. Et puis la plupart des séries en vrai où il se passe des choses où on dit c'est super inventif ou machin. À chaque fois, je me dis les robots, ça a été fait dans Buffy. Donc ouais, ils ont vraiment, c'est une série totale, quoi. Ce qui est intéressant, justement, ça me permet de faire le lien avec ma question suivante, l'impact du mode de diffusion sur le scénario. C'est aussi ça, j'ai pas d'exemple de ça en fait. Ce que je disais tout à l'heure quand je présentais la série, j'ai divisé en 2 tronçons, 1 à 5, 6 à 7, parce qu'entre les deux ça change de réseau, sauf qu'à la fin de la saison 5, l'héroïne meurt, et il nous la ressuscite parce qu'il y a eu un changement de chaîne. Je trouve ça assez dingue en fait, justement, que ce qui est purement en fait une problématique de mode de diffusion ou de production impacte l'histoire, quoi, finalement. Ça se rejette sur l'histoire, finalement. S'il n'y avait pas eu ce changement, la série s'arrêtait, et du coup, on a une espèce de twist, en fait, qui a une explication beaucoup plus bas niveau que ça, en fait, quoi. C'est là où ils sont très forts, c'est-à-dire que je pense que toutes les séries doivent affronter comme ça des grossesses. Dans Friends, par exemple, les grossesses sont intégrées, des actrices sont intégrées à la narration, mais dans Buffy, ils le font avec énormément d'habileté, et même des fois, on apprend après que ce qu'ils avaient prévu n'était pas du tout ce qu'on a à l'écran. On en veut, pour exemple, le personnage de Spike, qui était censé disparaître très tôt, et qui manifestement a été joué de façon beaucoup plus sexy par l'acteur. Et du coup, tout le monde a voulu qu'il reste, quoi. Moi, le premier. Et ça fait une trajectoire qui est absolument extraordinaire dans la série. Pour moi, c'est un des personnages les plus intéressants de la série, parce qu'effectivement, on en discutait tout à l'heure, tous les deux, parce qu'on parlait de Buffy aussi avant de vous parler de Buffy. Étonnant. Ouais, voilà. Et c'est un des personnages effectivement qui a une durée de vie extrêmement longue dans la série, et on le voit vraiment aussi toute sa trajectoire. Avec Buffy, et les trois noyaux durs du Scooby Gang, c'est celui quasiment qu'on voit évoluer le plus. Et si on le compare à Angel, par exemple, Angel, on le rencontre au moment où il a fini son évolution. Il y a un retour en arrière, mais son évolution, elle est finie, ça y est, il a fait son boulot. On n'y assiste que dans les flashbacks. Alors que Spike, il a tout le travail, toute la trajectoire à effectuer. Et c'est ça qui le rend hyper intéressant, c'est-à-dire que c'est une anomalie, Spike, puisqu'on n'arrête pas de nous dire oui, quand on devient un vampire, on est remplacé par un démon, on n'est plus du tout humain et tout. Et dès le début, Spike, il n'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'il est capable d'éprouver de l'amour. Alors ça reste un vampire, hein, il agresse Buffy, etc. Mais il y a quand même des choses. Et ce qui est marrant, c'est que c'est dit très très vite.
C'est-à-dire que dès qu'il y a l'épisode avec le juge dans la saison 2, quand il voit Drusilla et Spike ensemble, il dit « Oh là là, ces deux-là, ils sont chelous, ils éprouvent de l'amour l'un pour l'autre. » Et là, on lui dit « Non, non, mais c'est pas grave, t'en occupes pas. » Et voilà, c'est ça qui est génial aussi dans la série, c'est qu'ils ont une espèce d'instinct, les scénaristes, pour repérer des éléments, les développer au fur et à mesure et ne jamais quasiment se contredire. Et après, ce qui est marrant sur la trajectoire de Spike, et ce qui montre aussi que c'est une série collective, c'est qu'en fait, après, dans la saison 3, il est très peu présent, parce que c'est le personnage de Face, en fait, qui prend le côté un peu gentil, qui tourne méchante, et qui prend tout l'espace. Et en fait, en saison 4, Face est dans le coma, et ils se disent qu'il n'y a plus de personnages qui disent Buffy, t'es bête, et on va tous mourir, et il faut ramener quelqu'un. Et en fait, j'ai lu dans une interview, c'est Sarah Michelle Gellar qui suggère à Joss Whedon de faire revenir Spike. Et du coup, il revient et puis on connaît la suite, quoi. Donc c'est ça aussi. Alors là, je parle pas du mode de diffusion, mais c'est aussi intrinsèque à l'essence d'une série, en fait. C'est que les créateurs partent avec une idée très précise. Et puis après, la série, elle a sa vie, il y a la réception des fans, il y a les modes de diffusion qui font qu'effectivement, on aurait pu s'arrêter à la saison 5 et ça aurait été sacrément morbide quand même de terminer par tuer Buffy. Moi, je suis contente qu'il y ait eu la saison 6 et 7. Mais du coup, oui, c'est aussi ça qui fait la beauté du truc, que c'est un peu imprévisible en fait. C'est que, et peut-être, et c'est ça non plus, Joss Whedon n'a pas trop aimé, parce que comme c'est quelqu'un d'assez contrôle fric, j'ai lu aussi une interview de James Masters qui disait qu'il était très très en colère que tout le monde aime autant Spike, en fait. Il n'avait pas imaginé Spike comme le héros romantique qu'il est devenu, quoi. Ça, c'est intéressant parce que c'est aussi partie quelque part de l'ADN des séries où il y a un personnage de vampire, parce qu'il y a un autre exemple beaucoup plus ancien qui est la série Dark Shadows, la série américaine, où au bout de 150 épisodes, on fait arriver le vampire. On pensait juste qu'il allait rester là 2 épisodes, et finalement, il fera le millier d'épisodes avec tout le reste du cast, et ça devient le personnage principal, en fait. Donc, il y a une espèce de malédiction, en fait, du vampire dans les séries télé. Et une fois qu'il est là, en fait, on peut pas s'en débarrasser, quoi. Buffy aujourd'hui, en fait. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des séries héritières de Buffy ? Parce qu'on en parlait succinctement tout à l'heure. Vampire Diaries, c'est en son démarrage posé comme une espèce d'héritière par rapport à son public, par rapport à ses thèmes, notamment le fait d'avoir des personnages adolescents, en fait. J'ai mon opinion sur le sujet, mais je vais vous laisser exprimer la vôtre. Du coup, est-ce que pour vous, il y a une série héritière, ou est-ce qu'il y a des héritières, ou est-ce que justement, on peut pas dire en fait qu'il y a une nouvelle incarnation en fait aussi complète de ce que proposait Buffy? Le propre du chef-d'œuvre, c'est qu'on essaie de l'imiter, mais on n'arrive jamais à l'égaler. Et du coup, pour moi, Buffy, c'est ça. Il y a eu d'autres séries de vampires intéressantes. Pour moi, Vampire Diaries, on fait pas vraiment partie, mais non, mais ça reste c'était sympathique. Mais pour moi, à la rigueur, s'il y a une héritière qui est plus dans la continuité, c'est True Blood. Notamment sur le sous-texte queer et le texte queer dans Buffy. Là, dans True Blood, la queerness est partout, et c'est une série qui est plus décomplexée du coup au niveau des sexualités, donc qui peut aller plus loin parce que les personnages sont adultes par rapport à Buffy. Après, si on parle de séries sur le passage à l'âge adulte, je vois pas forcément un teen drama. En fait, oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Buffy a créé un peu le genre du teen drama fantastique qui n'existait pas avant elle, en fait. Donc, on a vu du Teen Wolf, du Vampire Diaries, on a vu encore là récemment le mercredi, qui reprend les nouvelles aventures de Sabrina, que moi j'appréciais plutôt pas mal, mais en vérité dans l'esprit elle est un peu partout. Moi je trouvais que Véronica Mars par exemple était plus dans l'esprit d'une Buffy, avec son mélange des genres entre le teen drama et le polar, et avec cette héroïne comme ça qui se bat contre aussi une forme de patriarcat. À la rigueur Véronica Mars, voilà. Mais bon, Véronica Mars a aussi son propre... c'est pas non plus une pâle copie de Buffy pour le coup. Alors moi, c'est pareil, quand on a vu Buffy, on recherche un peu les mêmes émotions et tout. Et il y a plusieurs séries où à un moment, je me suis dit, peut-être que ça pourrait... Et non. En fait, j'ai eu un peu cette impression pour Supernatural, mais c'est beaucoup trop masculin, en fait. C'est ça qui... Et puis, ils se débarrassent des personnages féminins très, très vite. Oui. C'est le gros défaut de cette série, parce qu'il y a beaucoup de jeux aussi sur la mise en abîme, puisqu'on se rend compte que c'est des héros de romans. Il y a un épisode dessin animé où ils refont Scooby-Doo, justement. Donc, il y a quand même plein de trucs où ils ont poussé ça très loin. Et puis, il y a quand même 12 ou 13 saisons, c'est-à-dire qu'ils ont eu de la place pour se développer.
Il y a toute une mythologie qui est mise en place, c'est hyper intéressant, mais ça reste quand même de deux frangins, quoi. Et les femmes sont quand même accessoires, et donc ça, c'est dommage. Mais ils s'en rapprochent beaucoup. Il y a une autre série qui ressemble pas du tout à Buffy, où moi j'ai retrouvé un peu ces sensations, mais là c'est au niveau du langage, parce que Buffy c'est une série où on parle beaucoup, où le langage est vraiment mis en avant, et c'est une série, c'est Gilmore Girls. Et en regardant Gilmore Girls, qui a pourtant pas grand chose à voir avec Buffy, bon, on a déjà 2 héroïnes féminines qui sont un peu traitées un peu comme des super-héroïnes malgré tout. Donc, et c'est surtout, tout se passe au niveau du langage. C'est-à-dire qu'elles discutent, c'est la mère et la fille qui discutent très très vite et qui partent de situations complètement triviales, quotidiennes, et qui arrivent à faire décoller ça. C'est-à-dire que quand on écoute, elles se mettent à discuter d'un truc et puis elles partent dans des délires complètement fous. Et ça, je trouve que ça rapproche de Buffy de ce côté-là. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, à mon avis, si Jane Spenson, qui est une des scénaristes de Buffy, elle a travaillé sur certains épisodes. Et je l'ai vu en entier il y a pas longtemps, Gilmore Girls. Dans la série, il y a 2 allusions à Buffy. Il y a un moment où comment ça s'appelle, c'est Rory doit se balader sur le campus et elle dit quelqu'un rentre tard et elle dit t'as croisé Spike et Drusilla, et dans la toute dernière saison, qui est excellente parce que qui est un vrai bouclage, c'est un petit bijou de construction. C'est encore Rory d'ailleurs qui dit je viens de me faire un marathon de filles, etc. Donc voilà, pour moi il y a une continuité vraiment entre les deux. Oui, puis dans les références, je l'avais noté cette référence-là, et en fait, j'avais trouvé en plus que c'était pas la référence de base. T'as croisé Spike et Drusilla, ça veut dire c'est vraiment des fans de Buffy, quoi. Donc ouais, c'est vrai que c'est une très bonne série. Tu as comment dire, disséminé en fait l'idée de la question suivante, justement, qui est de parler des scénaristes et du travail des scénaristes, et surtout de la place de Whedon et de la problématique que peut être aujourd'hui le fait d'aborder Buffy au regard justement de tout ce qu'il y a eu de dit sur Whedon ces derniers mois, années, compte tenu du fait que beaucoup d'acteurs et d'actrices ont confirmé ou ont dit sa toxicité sur le tournage. Est-ce que ça a un impact sur un visionnage? Est-ce que ça remet en cause en fait l'importance ou l'intérêt de Buffy? En fait, on en a parlé aussi un peu plus tôt, mais déjà, ça a chamboulé nos essais respectifs. Donc, tu parleras pour le tien, mais pour le mien, moi, j'étais au milieu de l'écriture de mon essai quand les révélations sur Joss Whedon sont sorties les unes un peu après les autres. Même si, en gros, la déification Joss Whedon, c'est lentement... j'ai pas le mot, mais en tout cas, c'est déchiré. À partir de 2015, c'est pas arrivé d'un coup, mais les révélations le témoignage très fort, détaillé de Charisma Carpenter, et donc derrière tous les autres témoignages qui ont suivi, c'est clair, ont vraiment, moi, ça m'a vraiment ébranlé. C'est-à-dire que je pense que, je sais pas si je suis pour ça la fan lambda, mais du coup, je me suis dit à quel moment j'ai mis Joss Whedon sur un tel piédestal pour que ça me tue autant de découvrir tout ça. Bon, il y a déjà le fait qu'on est sur une série qui en pouvoir des jeunes femmes, et que de savoir qu'en coulisses, donc le showrunner faisait le contraire, ça fait quand même un peu mal au cœur d'un point de vue. Surtout que on n'en a pas complètement parlé, mais Buffy, c'est aussi une série qui nous parle du bien, du mal, qui nous donne un manuel de survie un peu éthique sur comment, en gros, ne pas être un connard ou une connasse. et du coup, et quand on l'est, comment faire pour s'excuser, pour prendre conscience de ses actes. Voilà, il y a plein de choses dans Buffy là-dessus. Et quand on se rend compte que le showrunner a eu des comportements qui sont terribles, et qu'en plus, donc, il a donné une interview après, 1 an après l'histoire, en 2021, où il explique qu'en gros, oui, il a peut-être été un petit peu, pas toujours civilisé, mais que bon, c'était une cour de récréado, et il fallait bien quelqu'un pour taper du poing, et qu'au final, c'était lui, c'est sans doute l'un des showrunners les plus gentils qu'Hollywood ait jamais connu. Là, on se dit, OK, il y a un problème, c'est que il a été déifié, mais il s'est aussi auto-déifié. Il a participé à son propre mythe, donc il a quand même une responsabilité là-dedans. C'est pas genre les fans ou nous qui disons il est génial, et puis ensuite, non, il a donné cette impression d'un génie sympathique, féministe, toujours là pour défendre les bonnes causes. Donc évidemment, quand on apprend ça, on se dit, OK, est-ce que c'est encore légitime, en fait, de continuer à parler d'une série même si moi j'en pointe un peu aussi, avec un recul, je critique aussi la série que j'aime, mais je montre aussi les arcs narratifs qui m'ont posé souci. Est-ce que je continue? Et je sais pas si tu t'es posé la même question.
Alors oui, si, c'est pareil, j'étais en train de rédiger au moment où c'est sorti, et moi ça m'a arrêté pendant un an où j'ai dû faire un peu réfléchir en fait, est-ce que je continue comme avant ou pas. Est-ce qu'il a détruit la série pour moi. Bon, j'ai décidé de garder de garder le bébé, de ne pas le jeter avec l'eau du bain, notamment parce que c'est un travail de création collective. Et c'est ça qui sauve un peu. Je pense qu'on est beaucoup à s'être rattaché à ça, à faire plus attention aux autres scénaristes qui ont bossé dessus, à voir les apports de chacun et de chacune. Et moi, ce qui est marrant, c'est que là, c'est plutôt le réflexe littéraire, c'est-à-dire que quand il y a une œuvre littéraire ancienne, mais ça marche pour les autres, hein, elles vont s'enrichir de toutes les interprétations qu'on va donner. Et pour moi, je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion d'enrichir la vision qu'on a de la série. Et c'est comme ça que je me suis demandé, tiens, est-ce qu'on peut retrouver la figure de Joss Whedon dans la série parce que, par exemple, il y a tout un... Bon, voilà, Whedon, il se définit comme un geek. Et donc, il fallait regarder un peu les figures de geek dans la série. Et donc, bah, la première, évidemment, c'est Xander, qui est vraiment défini comme ça, et qui est d'ailleurs une figure d'identification pour Whedon, hein, il l'a dit plusieurs fois, c'est vraiment celui qui lui ressemble le plus selon lui. Et ce que je me suis dit, c'est que dans la saison 6, où on a 3 autres geeks qui sont beaucoup plus problématiques, beaucoup moins positifs, je pense que, et en plus c'était Martine Oxon qui était la showrunneuse à ce moment-là, hein, c'est elle qui a pris les rênes, puisqu'il était occupé sur d'autres séries, il travaillait sur Angel, il travaillait aussi sur Firefly. Et c'est là que je me suis dit, tiens, c'est peut-être là qu'on propose une figure de geek que pourrait incarner Whedon, c'est-à-dire c'est le méchant geek, quoi. C'est-à-dire celui qui va tomber dans la haine des femmes. Alors c'est évidemment exagéré, hein, bien sûr, mais celui qui va tomber dans une forme de haine des fans, de violence et de vengeance en fait de tout ce qu'il a pu subir quand il était plus petit, quand il était plus jeune. Et je me suis dit que voilà, du coup, on pouvait réinterpréter par exemple le personnage de Warren comme une espèce de caricature de la figure du showrunner qui était Whedon à ce moment-là. Puis c'est vrai que moi j'ai lu la série différemment, certains arcs narratifs, je me suis dit ah d'accord, parce que si on suit l'arc de Cordelia par exemple, dès la saison 3, les scénaristes sont particulièrement cruels avec elle. Elle a une relation longue avec quand même le loser de service Xander, et puis elle est trompée par lui, et quand elle l'apprend, elle tombe et elle se fait empaler le cœur. Elle a à chaque fois des... je trouve ça assez cruel. Et puis, en saison 3, déjà, elle est de moins en moins importante. Et puis, quand tu vois ce qui se passe ensuite dans la saison 4... dans Angel, je voulais dire dans la saison 4 d'Angel, où là, elle avait une trajectoire plutôt positive dans Angel. Et puis, pour ceux et celles qui ont regardé... en fait, elle devient maléfique, mais elle couche avec le fils de Connor alors qu'elle était sur le point d'être avec Angel. Enfin, ça n'a ni queue ni tête. Et donc, on comprend peut-être un peu ce qui a pu se passer aussi en coulisses. Puis, il y a des personnages aussi... les personnages masculins ont quand même souvent des doubles visages. Ils peuvent se montrer très cruels. Angel, Spike... et on comprend peut-être un peu mieux aussi d'où ça vient. Mais c'est vrai que c'est moi comme toi, le fait qu'il y ait quand même une réappropriation collective à la fois des fans, mais aussi les actrices en question. Elles ont continué à être fières de la série, c'est ce que j'explique dans mon livre, je parle de l'affaire. Elles ont continué à en parler sur Instagram, à dire qu'elles ont sacrifié malgré tout beaucoup de choses, et que certes, cette œuvre a parfois vu le jour dans la douleur, mais qu'elles ne veulent pas non plus l'invisibiliser et plus jamais en parler. Elles en sont fières. Parfois, elles gagnent encore de l'argent avec, et tant mieux, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est juste que pour moi, ce truc l'affaire Whedon nous a permis aussi de nous décentrer un peu de cette figure, justement, et de se dire, une série de 144 épisodes, on la fait pas seule, en fait. Et juste sur le personnage de Cordelia, alors je suis complètement d'accord, dans Angel, ça devient n'importe quoi la saison 4. Sur la saison 3 de Buffy, il faut rajouter un truc, c'est pas seulement qu'on s'attaque à un personnage féminin, c'est qu'on s'attaque à un personnage riche. Et tu vois, ça se double aussi, c'est-à-dire cette espèce de sadisme envers le personnage, c'est aussi parce que elle est pétée de thunes, Cordelia, et d'ailleurs elle va perdre son argent en cours de route. Et je pense que tout ce parcours-là, c'est fait pour... d'ailleurs, elle repart beaucoup plus positif au début de Angel, parce qu'elle a plus un sou.
Je pense qu'il y a ce truc-là qui se rajoute par-dessus aussi et qui atténue un tout petit peu l'espèce de sadisme anti-Cordelia. C'est un peu de haine anti-riche. Ça fait toujours du bien. Ouais, mais c'est vrai que, pareil, tu parlais des femmes, mais moi, j'ai quand même un petit grief sur la manière dont les femmes sont tuées régulièrement dans la série, plus que les hommes, et elles n'ont pas le droit de revenir à la vie, quoi. Et ça, je m'en suis rendu compte vraiment après l'affaire Joss Whedon. J'y avais pas pensé, mais en fait, le personnage de Jenny, de Tara, la mort d'Anya m'exaspère aussi. Voilà, il y a pas mal de personnages féminins qui sont finalement assez maltraités, quoi. Alors, on a fini, en gros, j'ai fini le tour de mes questions, donc je ne sais pas si on a le temps pour une question du public ou... Peut-être une question du public, et après, je pense que si vous discutez avec Marion et Fabien, vous pourrez simplement les retrouver sur le stand de l'Esprit Livre en dédicace pour papoter avec eux. Moi, je proposerais plutôt qu'on fasse une dernière question pour toi, Adrien, et ensuite, si vous voulez continuer à discuter, vous pourrez tranquillement pendant la soirée, puis on mettra l'épisode, et puis on fera ça à la bonne franquette, tout simplement. Et du coup, ma question suivante, ça va être de faire une ouverture sur Angel, justement. Est-ce que, je t'avais déjà plus ou moins posé la question lors d'une interview, mais est-ce que justement l'analyse que vous avez eue des séries en fait de Buffy dans vos ouvrages s'applique ou pas à Angel en fait, et les différences et les ressemblances entre les deux séries? Pour moi, Angel, c'est le pendant masculin de Buffy, et du coup, ça devient vite plus problématique parce qu'on est dans une série. Je trouve que les personnages féminins sont un peu plus dénudés. Alors après, la série, elle aborde des thématiques masculines intéressantes, hein, comme la parentalité, comme la violence masculine. Mais du coup, je trouve que le personnage d'Angel, en fait, il est quand même, il est un peu fadasse, quoi. Il y a un truc un peu, pour moi, c'est un peu un Batman raté. Et du coup, j'ai quand même regardé. Je sens que je te vexe. Non, ok. Non, mais parce que j'ai regardé Angel plusieurs fois, et notamment parce que il a accroché les fans avec des épisodes crossover. Mais du coup, moi, je trouve que la série Angel, elle est moins riche, même si elle a quelques personnages quand même attachants. Et puis du coup, elle est vraiment drivée par les personnages masculins. Et je l'ai trouvée à plusieurs égards, quand je l'ai revue avec une perspective plus féministe, plus problématique que Buffy. Parce que Buffy, même si ça a été créé par un showrunner, derrière, il y avait aussi des scénaristes féminines, et il y en avait plutôt pas mal pour l'époque. Du coup, il est quand même obligé d'adopter la perspective féminine de Buffy la plupart du temps. Ce qui crée une forme de female gaze imparfait, mais quand même. Alors que là, dans Angel, c'est male gaze. Du coup, j'ai un peu moins d'affection, moi, pour Angel. Oui, c'est vrai qu'il manque le renversement dont on a parlé au début, ce qui fait que ça apparaît un peu comme un retour en arrière. Moi, dans ma perspective baroque, le fait que ce soit un personnage qui est déjà un peu au bout de sa trajectoire, en tout cas c'est un adulte, et depuis très très longtemps, du coup il y a moins ce côté baroque. Alors il y a plein de trucs vraiment. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'il continue après la saison 5, parce que je trouve que le grand renversement en passant de la saison 4 à la saison 5, où en gros on les met aux manettes en disant maintenant c'est vous dirigez un peu l'empire du mal, qu'est-ce que vous faites maintenant? Et j'ai trouvé que ce renversement était très très fort parce que Buffy, effectivement, c'est un peu comment conquérir le pouvoir et qu'en faire quand on l'a, et donc le partager, effectivement. Et là, c'est une perspective presque plus réaliste, c'est-à-dire comme on fait dans un système auquel on ne correspond pas et qui pour nous est maléfique, comment on fait pour, à l'intérieur du système, travailler pour peut-être le détruire. Et ça, c'est une perspective beaucoup plus adulte, et je trouve que c'est la perspective la plus intéressante de la série, et malheureusement, ça s'est arrêté trop vite. Et en plus, il y a Spike. Voilà. Donc, merci à nos deux auteurs, en fait, d'avoir bien voulu répondre à mes questions et d'avoir échangé autour de Buffy. Donc, comme le disait Julien, en fait, vous pouvez les retrouver tout de suite, en fait, sur le stand de l'Esprit Livre, en fait. Passez une très bonne soirée et merci d'être venus. Merci à vous. Merci. Et un petit...